La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation d'accords entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Émirats arabes unis relatifs au musée universel d'Abu Dhabi. La parole est à monsieur le secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, cher Patrick Balkany, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre, le 6 mars 2007, la France et les Émirats arabes unis ont signé un accord qui scellait la coopération entre nos deux pays pour la création d'un musée universel à Abu Dhabi. À l'automne 2005, les autorités de l'Émirat d'Abu Dhabi sollicitaient l'appui de la France et du musée du Louvre pour la conception et la mise en œuvre d'un musée national du niveau des plus grandes institutions au monde. En attendant que cet objectif de longue haleine soit atteint, elle demandait aussi que la France les aide à réaliser un musée de renommée internationale qui aurait pour nom le Louvre Abu Dhabi. En cela, l'Émirat témoignait à la fois de la priorité qu'il accorde aujourd'hui à la culture et au dialogue des civilisations et de son ambition de devenir, pour l'art et l'enseignement supérieur, l'acteur clé de la vaste zone qui couvre le Golfe, le Moyen-Orient et le sous-continent indien, à mi-chemin entre l'Asie et l'Europe. Ainsi, l'île de Sadayat, dédiée à la culture et au tourisme, accueillerait également le musée Guggenheim, des théâtres et salles de concert, le musée maritime et le musée du patrimoine émirien. En ayant recours à la France pour cette opération d'un caractère inédit dans cette région du monde, l'Émirat rendait hommage au prestige de nos institutions muséales et témoignait du crédit exceptionnel dont dispose notre expertise et notre savoir-faire au niveau international. Le gouvernement a décidé de répondre favorablement à la demande de l'Émirat. Vous le savez, la proposition de partenariat qui nous était faite illustrait en effet de manière exemplaire à la fois la dimension d'ouverture sur le monde que nous voulons donner à notre politique culturelle et notre volonté de promouvoir le dialogue des cultures entre l'Orient et l'Occident. La négociation qui a suivi a porté dans une large mesure sur les points suivants. Quel serait le rôle du musée pour promouvoir le dialogue des cultures? Comment garantir la qualité scientifique et artistique du futur musée? Sur quelle base assurer la juste rémunération des musées français, fortement sollicités pour la réalisation de ce projet? En accord avec ses partenaires, la France a posé comme principe que ce musée devait être un musée universel, dont les collections couvriraient toutes les périodes, y compris la période contemporaine, et toutes les aires géographiques. Il se devait de répondre également aux critères de qualité et de déontologie les plus exigeants, qu'il s'agisse de la pertinence du discours scientifique et culturel ou de la conception et de la réalisation du bâtiment. Un comité scientifique de très haut niveau est chargé de définir ainsi précisément ces critères et d'en assurer le respect. Les contreparties financières, et cet accord représente, vous le savez, un montant de l'ordre de 1 milliard d'euros sur 30 ans, doivent bénéficier dans leur totalité au Musée de France, le Musée du Louvre en tête, pour des projets scientifiques nouveaux. Pour accompagner ce projet ambitieux jusqu'à sa réalisation, une agence a été créée, l'agence France Muséum, émanation de 12 établissements publics patrimoniaux, dont le Louvre est membre de droit. L'État y est représenté par 2 censeurs, l'un du ministère de la Culture et de la Communication, l'autre du ministère des Affaires étrangères et européennes, qui sera garant de la bonne exécution des obligations prévues par l'accord intergouvernemental et des intérêts de la France lors de la conclusion des nouveaux projets de nature muséale et patrimoniale d'ampleur internationale. Cette agence va avoir pour tâche de mettre en œuvre et d'accompagner ce projet jusqu'à bonne fin, jusqu'à sa réalisation. Le temps que le musée constitue ses propres collections, l'agence coordonnera une politique de prêt d'œuvres issues des collections du Louvre et de l'ensemble des musées nationaux et des autres musées français qui souhaiteront participer à ce projet. Par ailleurs, elle concevra et mettra en place une programmation d'exposition temporaire pendant 15 ans. Pour accompagner la formation de la collection émirienne, des experts français indépendants proposeront une démarche, une stratégie d'acquisition. Enfin, la France conseillera Abu Dhabi pour la mise en place de la future structure de gestion du musée, participera à la formation de ses cadres et, de manière générale, accompagnera durant une durée de 20 ans le fonctionnement du musée afin de lui permettre de conforter sa place dans le paysage des institutions internationales. C'est vrai que l'ampleur, le caractère novateur, la nature même du projet totalement inédit
en France comme à l'étranger, a suscité un certain nombre d'inquiétudes et de questions. Elle concernait particulièrement le risque d'entorse au principe d'inaliénabilité des collections publiques, de dépouillement ou de risque de dépouillement des musées français de leurs œuvres majeures, de censure ou de risque de marchandisation. Le principe de l'inaliénabilité des collections publiques n'a jamais été remis en cause depuis la Révolution. Il est inscrit dans la loi. Il n'est question ni de louer ni de vendre des œuvres du patrimoine national. Là-dessus, la réponse est claire. Le public français et les touristes qui viennent en France ne seront pas privés de la contemplation de nos chefs-d'œuvre. Je rappelle que le nombre d'œuvres prêtées par an seront de l'ordre de 200 à 300 pour des durées allant de 6 mois à 2 ans, et ce pendant 10 ans. Or, chaque année, la France prête environ 30 000 œuvres, dont 1 400 pour le Louvre seul. Il n'y aura ni censure ni interdit dans le choix des œuvres. Il sera défini par l'équipe scientifique française qui gardera le contrôle du contenu et de l'intégrité des programmes des expositions. Les contreparties financières sont probablement le point qui a suscité le plus de critiques, notamment dans certains milieux artistiques. Or, là aussi, nous pouvons répondre. Le principe des contreparties financières n'est pas nouveau. Il est au contraire couramment pratiqué quand il s'agit d'opérations d'envergure allant au-delà du simple prêt. Ma collègue, Madame Christine Albanel, la ministre de la Culture, que je remercie pour sa présence, qui témoigne de l'attachement du ministère de la Culture à ce projet, a eu l'occasion de rappeler lors de la séance au Sénat du 25 décembre dernier, elle le fera encore tout à l'heure en réponse à vos questions, que les travaux de l'Orangerie, l'exposition Mélancolie au Grand Palais ont ainsi bénéficié de dotations générées par le prêt de collections à l'étranger. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on a pu dire un peu vite, d'un dévoiement de l'art dans un monde dominé par les puissances de l'argent, mais bien d'un partenariat de long terme qui permet à la France d'obtenir une juste rémunération pour services rendus. Ces fonds, en revanche, vont permettre d'achever ce que ni l'aide de l'État, ni les ressources propres des musées n'étaient en mesure de faire, telles que la création d'un centre pour accueillir les réserves du Louvre et des autres musées de la capitale, l'achèvement du Grand Louvre, l'enrichissement des collections des musées participants. Quant à la crainte qu'il puisse suppléer à l'engagement de l'État, elle est totalement infondée. L'accord est clair sur ce point. Les fonds versés ne feront que s'ajouter aux actions déjà menées en faveur des œuvres, des collections, du public. L'État continuera à jouer son rôle aux côtés des musées. La ministre le rappellera tout à l'heure. Enfin, lors de cette séance du 25 septembre dernier au Sénat, des critiques ont également été exprimées à plusieurs reprises sur les conditions de secret qui auraient présidé à l'élaboration du projet du musée et à la création de l'agence France Muséum. Madame Albanel a rappelé que cette extrême discrétion avait été souhaitée par les Émiratis eux-mêmes et que la poursuite du projet se ferait dans la plus totale transparence. Le Parlement sera tenu informé de tous les développements de l'opération. Au-delà de la controverse, la coopération que nous entamons avec les Émirats arabes unis représente un défi sans précédent. Notre pays dispose de formidables atouts pour le relever, pour s'imposer dans un contexte très concurrentiel de la mondialisation de l'univers de l'art. C'est l'expertise et la richesse de nos musées, c'est la prise en compte dans la stratégie à l'international de nos institutions de la place dévolue aujourd'hui aux musées, lieu de rencontre des citoyens du monde. C'est enfin la volonté politique d'accompagner ce mouvement et d'en faire un instrument puissant du dialogue des civilisations et de l'universalité de la culture. Madame Albanel apportera, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, tout à l'heure les éclaircissements nécessaires pour répondre à vos interrogations, vos questions. Pour ma part, je voudrais conclure ce propos liminaire en indiquant que ce projet est un défi que notre pays se devait de relever au nom de la diversité culturelle et du rapprochement des civilisations. Telles sont, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, les observations qu'appelait de ma part l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Émirats arabes unis relative au musée universel d'Abu Dhabi, adopté par le Sénat et qui fait donc l'objet du projet de loi soumis aujourd'hui à votre discussion et à votre approbation. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Patrick Balkany, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
Le projet de loi qui vous est soumis vise à approuver 3 accords signés le 6 mars 2007 entre la France et les Émirats arabes unis. L'accord principal fixe pour 30 ans et 6 mois les conditions de la participation de la France à la création d'un musée universel à Abu Dhabi. 2 accords additionnels précisent le régime de responsabilité et le régime fiscal de ce projet. La France, plus particulièrement le musée du Louvre, vont jouer un rôle prépondérant dans cette aventure culturelle qui va faire appel à l'excellence des acteurs français de la politique muséale qui recevront pour toute la période de validité de l'accord environ 1 milliard d'euros de la part des autorités émiriennes. Au cours des négociations, celles-ci ont évolué et l'on est passé de l'ouverture d'une simple antenne du Louvre à la création d'un musée universel, c'est-à-dire un lieu où des œuvres de toute nature, de tout style, de toute époque et de tout format seront présentées au public le plus large possible. Les Émirats arabes unis, et plus particulièrement l'Émirat d'Abu Dhabi, sont un partenaire particulièrement important pour la France puisqu'il constitue la première destination de nos exportations dans la région. Or, ces derniers souhaitent diversifier leur économie et parmi les secteurs qu'ils ont choisi de développer, la culture et le tourisme figurent en première place. Les liens déjà étroits qui unissent nos 2 pays ne peuvent donc être renforcés par un tel projet qui contribue au rayonnement de la culture française dans la région. La France participe en effet à la conception du musée, à sa construction et au lancement de son activité. Ces missions seront réalisées par une agence spécialisée, l'agence France Muséum, société par action simplifiée, dont le musée du Louvre et 11 autres établissements publics sont actionnaires. S'agissant du bâtiment, l'agence est consultée en amont et à chaque étape d'avancement du chantier. Concernant la conception muséographique, elle garantit le respect par le musée d'Abu Dhabi des critères très sévères de qualité et d'exigence scientifique applicables au musée du Louvre. L'agence s'assure également que les conditions de transport, de sécurité, de conservation et d'exposition des œuvres sont conformes aux normes que se sont imposées les musées français les plus exigeants en la matière. Elle dispose pour faire respecter ces principes d'un instrument juridique puissant. La possibilité de mettre les autorités émiriennes en demeure de prendre des mesures sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation de l'accord. Protection supplémentaire, les œuvres issues des collections de musées français présentées à Abu Dhabi sont insaisissables sur le territoire des Émirats arabes unis. C'est déjà pas mal. Le musée universel d'Abu Dhabi disposera en effet d'œuvres françaises, du moins au cours de ses premières années d'activité. La participation de l'agence France Muséum à l'activité du musée est sans doute la partie la plus originale du projet de création d'un musée universel à Abu Dhabi. À ce titre, il faut bien situer la portée des 3 accords du 6 mars 2007. Ceux-ci n'organisent pas un partenariat pérenne entre le Louvre et l'Émirat d'Abu Dhabi. Ils ne sont pas non plus un simple contrat de service entre une agence française et les Émirats arabes unis. Ce à quoi la France s'est engagée, c'est à aider un pays à réaliser ses ambitions culturelles, parmi lesquelles la création d'un musée de renommée internationale figure en première place. Pour ce faire, l'agence conseillera les autorités émiriennes dans l'élaboration d'une stratégie d'achat d'œuvres pour les collections permanentes du musée universel. En attendant que celle-ci ne soit définitivement constituée, l'ouverture progressive des galeries du musée est rendue possible grâce aux prêts consentis par l'agence France Muséum. 300 œuvres pendant 3 ans.
puis 250, puis 200 au bout de 7 ans d'activité du musée, seront ainsi prêtés par l'agence au musée universel. Aucun des prêts ne pourra durer plus de 2 ans. Les autorités émiriennes ont apporté la preuve tangible de l'importance qu'elles attachent à la réalisation de ce musée. Le budget annuel consacré à l'acquisition d'œuvres sera de 40 millions d'euros. En plus des prêts, l'agence devra organiser pendant 15 ans 4 expositions par an. En contrepartie de cette aide au développement initial du musée, les Émirats arabes unis se sont engagés à verser environ 550 millions d'euros à l'agence. Sur cette somme, 165 millions serviront à rémunérer l'agence pour ses prestations. 190 millions d'euros seront reversés par l'agence aux musées qui ont accepté de participer au système de prêt d'œuvres. L'organisation des expositions précédemment évoquées donnera lieu à un versement annuel de 13 millions d'euros pendant 15 ans. Sur cette somme, 8 millions seront destinés à couvrir les frais occasionnés par les expositions. Le reste, soit 5 millions d'euros, reviendra au musée français. Le projet de musée universel d'Abu Dhabi permettra donc aux musées qui y participent de bénéficier d'une somme de plus de 250 millions d'euros. Inutile d'insister sur les perspectives de développement de notre politique culturelle et les projets qu'autorise un tel transfert qui représente 1,5 fois le budget hors rémunération alloué à nos musées dans le projet de loi de finances pour 2008. J'ai évoqué au début de mon intervention le rôle du musée du Louvre. Le musée du Louvre est un actionnaire important de l'agence France Muséum et sera sollicité pour participer à ses missions. Mais il a souhaité apporter une aide renforcée aux autorités émiriennes. Il les a donc autorisées à utiliser le nom du Louvre dans l'appellation du musée universel afin de le faire bénéficier d'une renommée mondiale. Conscient toutefois que cette association ne devrait pas nuire à ses intérêts, le musée du Louvre s'est assuré que le droit ainsi conféré serait suffisamment encadré pour interdire toute dérive. La convention passée avec les autorités émiriennes apporte des garanties suffisantes dans ce sens. En contrepartie du droit d'utiliser le terme Louvre dans l'appellation du musée universel, les Émirats arabes unis se sont engagés à verser 400 millions d'euros au musée du Louvre. Le Louvre recevra également 25 millions d'euros au titre du mécénat. Les salles d'un étage du pavillon de Flore se verront attribuer le nom d'une personnalité éminente des Émirats arabes unis. Madame le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, le Louvre à Abu Dhabi a suscité quelques inquiétudes qui auront, je l'espère, trouvé matière à s'apaiser dans mon exposé. Le Louvre à Abu Dhabi permet d'augmenter considérablement les ressources de tous les musées de France. Il peut donner à notre politique culturelle une nouvelle envergure, y compris en matière de démocratisation d'accès à la culture. Ce projet est une chance pour la France, un bel exemple de dialogue des cultures et de rapprochement des civilisations. Je me félicite donc que la Commission des affaires étrangères ait émis à l'unanimité un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. La parole est à Monsieur Axel Poniatowski, président de la Commission des affaires étrangères, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La création de ce musée universel à Abu Dhabi
représente, à mon sens, une chance pour notre politique culturelle et pour l'ensemble de nos musées. Ce projet exceptionnel qui garantit l'intervention pendant 30 ans de nos meilleurs experts apportera une ressource financière, comme l'a précisé notre rapporteur, d'environ 1 milliard d'euros, qui permettra le développement et le financement sur notre territoire de nouvelles actions culturelles d'une façon générale. Ce projet a déclenché de très vives critiques et quelques réactions assez violentes qui, je dois vous l'avouer, suscitent de ma part une certaine incompréhension. En effet, la création d'un musée universel à Abu Dhabi ne se fait pas au détriment du public français. Elle ne fait peser aucune menace sur la sécurité des œuvres de nos musées. Elle est suffisamment encadrée pour garantir que le nom du Louvre ne soit pas associé à une institution à l'ambition culturelle défaillante. Aussi, afin d'apaiser les dernières inquiétudes, je souhaite revenir sur certains points des accords du 6 mars 2007. D'abord, la création du Louvre d'Abu Dhabi contribuera à renforcer l'influence de la culture et de la langue française dans le monde. Ce musée sera réalisé conformément aux conceptions françaises et les œuvres exposées seront issues des collections de tous les musées français. Le musée universel sera par ailleurs un moyen pour des artistes français de faire connaître plus largement leurs œuvres, puisque l'accord du 6 mars 2007 stipule explicitement que les œuvres présentées devront inclure des œuvres contemporaines. Des artistes contemporains français seront donc sollicités pour présenter leur travail à un public nouveau et jusqu'alors inaccessible. Alors certains jugeront peut-être que la participation de la France aux ambitions culturelles des Émirats arabes unis n'était pas une nécessité, que nos liens avec ce pays auraient pu être renforcés plus efficacement. Je rappellerai à cela que nos échanges économiques et commerciaux sont déjà très développés avec les Émirats, puisque nos exportations à destination de ce pays s'élèvent à plus de 3 milliards d'euros. Cette coopération culturelle viendra très opportunément compléter et intensifier cette relation. Je voudrais également faire justice aux efforts qu'il a fallu déployer pour que la France parvienne à convaincre, face à des concurrents redoutables, de l'intérêt d'un tel projet. Au départ, il faut le savoir, les autorités émiriennes avaient choisi de prendre pour modèle les accords que passe la Fondation Guggenheim lorsque celle-ci apporte son aide à la construction d'un musée. Cette dernière participe d'ailleurs à la construction d'un musée d'art moderne sur l'île au musée à Abu Dhabi. La participation de tous les acteurs de la politique muséale française et les talents combinés de plusieurs négociateurs ont permis de susciter chez nos partenaires émiriens une ambition véritablement nouvelle. Et sans l'implication de Renaud Denieux de Vabre, ministre de la Culture à l'origine de cette initiative, le musée universel d'Abu Dhabi n'aurait été qu'une simple antenne du Louvre. Pour un projet d'une telle ampleur, la création d'une agence spécifique s'imposait comme le meilleur moyen de combiner un développement de l'activité internationale de nos musées et la protection des plus petits musées de France. À cet égard, la critique consistant à présenter l'agence France Muséum comme l'instrument de la domination du Louvre sur les autres musées de France manque singulièrement son but. Sans l'agence France Muséum, comment les plus petits musées de France pourront-ils renforcer leur présence hors de nos frontières? En effet, l'agence par la suite pourra conclure sur le plan international d'autres accords et mener d'autres projets qui seront bénéfiques à la fois aux 33 musées nationaux, mais aussi aux musées décentralisés, dont plus d'1 millier bénéficient déjà de l'assistance de la direction des musées de France. Imagine-t-on par exemple un musée régional d'importance moyenne pouvoir négocier avec les autorités chinoises pour associer ses collections à la création d'un musée en Chine? Peut-on sérieusement imaginer que le musée français aura la logistique et les moyens de défendre ses intérêts et de faire valoir ces conditions avant la conclusion d'un accord? L'agence France Muséum permet de résoudre ces difficultés. En sa qualité d'interlocuteur unique, clairement identifié, elle offre aux autorités gouvernementales étrangères qui souhaiteront bénéficier d'une coopération française la garantie de notre savoir-faire. L'agence sera dotée de moyens suffisants pour défendre tous les musées français qui souhaitent développer leurs activités à l'étranger. Nous avons là une véritable force de frappe culturelle. Il me semble enfin que les musées français doivent considérer l'agence France Muséum comme leur allié pour le développement de leurs ressources financières. Les sommes
que l'agence reçoit et redistribue aux musées de France pourront servir à relancer une politique d'acquisition d'œuvres et d'enrichissement des collections. Positive pour la culture et la langue française, avantageuse pour nos artistes, preuve de la qualité de notre savoir-faire comparé à celui des grandes institutions américaines, facteur d'accroissement du tourisme à destination de la France, aide et encouragement au développement international de nos musées, élément de diversification de leurs ressources, la création d'un musée universel à Abu Dhabi renforce la place de la France dans le monde de la culture. Nos musées vont trouver dans cette aventure culturelle une source nouvelle de financement qui constituera la juste contrepartie de leur participation et les incitera à plus de dynamisme. L'équilibre trouvé dans cet accord est bénéfique pour tous les acteurs français et émiriens. La Commission des affaires étrangères, comme l'a rappelé notre rapporteur, ne s'y est pas trompée en demandant à l'unanimité son adoption. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Olivier Dassault, au nom du groupe UMP, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, retiendra-t-on pour figurer au fronton du musée d'Abu Dhabi cette belle affirmation d'André Malraux: la vérité que cherche l'œuvre d'art, c'est la vérité universelle de ce qui est singulier. À n'en pas douter, le musée qui est en train de naître des sables sur la presqu'île luxuriante d'Abu Dhabi est en tout cas une aventure singulière à plus d'un titre et remarquable à bien des égards. Singulière et remarquable car ce musée est une manifestation de ce que peut accomplir la volonté politique lorsqu'elle s'accompagne d'une amitié solide et sincère et qu'elle se double d'une vision éclairée. Synonyme de dialogue des cultures et de rayonnement international de nos savoir-faire, l'établissement du musée d'Abu Dhabi, rendu possible par la coopération culturelle exemplaire imaginée avec le musée du Louvre, renforce et prolonge les liens politiques et culturels entre la France et les Émirats arabes unis. Ce musée conçu par la France sera universel, universel car ouvert à toutes les périodes, y compris l'art contemporain, et à toutes les aires géographiques et tous les domaines de l'histoire de l'art. Les critiques, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et Monsieur le rapporteur précédemment, se sont élevées contre ce projet. Sans doute convient-il cet après-midi d'apporter des réponses, au moins à des fins pédagogiques, car je crois, comme Montaigne, que les belles âmes, ce sont les âmes universelles. Les âmes universelles ouvertes et prêtes à tout, sinon instruites, au moins instruisables. Cette coopération est marquée par l'aide de la France aux Émirats arabes unis pour concevoir le futur musée qui devra être inauguré vers 2013. L'architecte en est Jean Nouvel. D'une surface totale de 24 000 m², le musée comprendra 2 000 m² d'espace d'exposition temporaire et 6 000 m² de galeries permanentes qui ouvriront par tranches successives, cela a été rappelé. Par ailleurs, durant les 10 premières années, à partir de l'ouverture du musée, la France prêtera des œuvres issues de l'ensemble des collections nationales par rotation, à raison de 300 œuvres au début et 200 à la fin. Ce nombre est très raisonnable. Les musées français prêtent chaque année environ 30 000 œuvres en France, cela a été rappelé par Monsieur le Ministre tout à l'heure, ou à l'étranger, et 1500 pour le seul Louvre. Chaque œuvre sera prêtée entre 6 mois et 2 ans maximum. Les prêts des musées français se feront exclusivement sur la base du volontariat, en conformité avec les règles des musées nationaux en matière de prêts, et sous le contrôle d'une commission scientifique. Pendant ce temps, les Émirats arabes unis acquerront des œuvres afin de constituer leur propre collection nationale. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, il a été convenu que les équipes françaises n'interviendraient pas dans le processus d'acquisition d'œuvres. Au-delà de cette période de 10 ans, seules les œuvres de collection émirienne seront exposées dans les galeries permanentes du musée. Enfin, la France organisera pendant 15 ans 4 expositions temporaires par an, et l'engagement de la France ira donc en décroissant jusqu'à ce que ce musée universel acquiert une totale autonomie. Cette coopération culturelle, mes chers collègues, prévoit des contreparties financières
sans précédent. Que ceux qui s'élèvent contre cela réfléchissent à la finalité de ces contreparties. Des contreparties qui bénéficieront entièrement au Louvre et aux musées participant à ce partenariat. Ces ressources viendront en surcroît et non en compensation de l'effort budgétaire de l'État qui sera maintenu. Je suis certain que Madame le ministre nous le confirmera tout à l'heure. L'accord intergouvernemental est par ailleurs assorti d'une convention fiscale qui prévoit l'absence d'imposition des sommes versées par les Émirats arabes unis. Un mot sur ces contreparties, en écho aux précisions apportées avec limpidité et éloquence par notre rapporteur, M. Patrick Balkany. D'une part, le Louvre bénéficiera directement de 400 millions d'euros pour le droit d'usage de son nom, qui se fera dans des conditions strictement encadrées sur lesquelles je reviendrai. Le versement de cette somme sera étalé sur 20 ans. Le premier versement a d'ailleurs été fait avant l'été. Par ailleurs, les institutions participant aux prêts d'œuvres dans les galeries permanentes bénéficieront de 190 millions d'euros sur 10 ans. Les musées participant à l'organisation des expositions recevront quant à eux 195 millions d'euros sur une période de 15 ans. Enfin, l'Agence internationale des musées de France, désormais baptisée France Muséum, filiale commune des établissements publics muséaux créés pour porter ce projet, bénéficiera d'une somme de 165 millions d'euros en contrepartie de l'expertise qu'elle va fournir tout au long de l'opération. Voilà quelques sommes qui, ainsi recueillies, bénéficieront au Louvre et à l'ensemble des musées participant aux prêts et aux expositions. Elles serviront exclusivement à des projets scientifiques et culturels nouveaux, actuellement non financés. J'insiste sur ce point, comme j'avais eu la douloureuse mission de le faire sous la précédente législature, lorsque j'étais le rapporteur spécial du budget de la culture. Il s'agira de projets d'investissement, de restauration, d'acquisition ou d'opération permettant d'améliorer les conditions d'accueil et d'information du public. Tout ceci, je le rappelle, Madame le ministre, est nécessaire et urgent. Comme vous vous en réjouissez récemment, chère Madame, de nouvelles perspectives de développement pour le Louvre sont ouvertes, tant sur le plan scientifique que culturel, ou en matière d'amélioration des capacités et conditions d'accueil des publics, comme le retour au musée du Louvre du pavillon de flore, évoqué par Renaud Donnedieu de Vabre, votre prédécesseur, Madame le ministre, qui permettra de rendre au public du musée l'un des plus beaux espaces du palais. Signe supplémentaire de coopération, l'accord que nous allons ratifier prévoit que l'une des galeries du pavillon flore réaménagée porte le nom d'une personnalité éminente des Émirats arabes unis, comme l'a rappelé Monsieur le rapporteur il y a un instant. L'accord intergouvernemental que nous souhaitons ratifier prévoit, vous le savez, que le musée puisse s'appeler Louvre Abu Dhabi jusqu'en 2037. Que n'avons-nous entendu sur ce sujet? Il convient donc, avant de refermer mon propos, de rappeler que ce nom de Louvre, porté pendant les 30 prochaines années, soulignera de façon visible l'ambition universelle de ce projet. Le rôle de l'expertise française dans la conception du nouveau musée est ainsi réaffirmé. Je rappelle enfin que l'usage du nom s'opère dans le respect de conditions très strictes, précisées par une licence d'utilisation du nom signée entre l'établissement public du Louvre et les autorités d'Abu Dhabi. Retenez, mes chers collègues, que l'utilisation du nom devra toujours être en tout point conforme au prestige et à la réputation internationale du musée du Louvre et préserver son image et son héritage culturel. À cette fin, nos partenaires s'engagent à demander l'autorisation du musée du Louvre avant toute utilisation du nom, y compris pour les opérations de communication et de promotion du futur musée. Cela vaut également pour leur charte graphique et, le cas échéant, pour toute exploitation commerciale. Le droit français s'appliquera ainsi dans tous les cas, ainsi que la juridiction des tribunaux français compétents. Interrogé sur cette question polémique, M. Henri Loiret, directeur de l'établissement public du musée du Louvre, auquel nous devons rendre hommage pour son travail, son imagination, son courage et sa ténacité, a donné la plus complète des réponses. Je vous livre un extrait. Les Émiriens ont fait le choix que la Révolution a fait en 1793, celui d'un musée universel, privilégiant à l'heure du repli identitaire les intérêts de ce qu'on appela la République des lettres. Le nom de Louvre, l'expertise du Louvre,
en sont le garant et le symbole. Le président de la République, Jacques Chirac, l'a souligné dans une lettre envoyée à l'occasion de la signature de l'accord intergouvernemental. En choisissant le Louvre, l'émirat d'Abu Dhabi a fait le choix d'un musée dont la vocation, depuis l'origine, est d'atteindre l'universel, c'est-à-dire l'essence de l'homme à travers la contemplation des œuvres d'art. Tu as bien fait de venir, mon cher collègue, effectivement. Écoute, avec ce projet qu'il doit pouvoir contrôler dans son avancement et son déploiement, le Louvre est fidèle à sa vocation initiale et à ses missions bicentenaires. Il proposera à ce carrefour des peuples, et d'abord au monde arabe, si proche, si lointain, le contenu de ce grand livre où Cézanne disait que nous devions tous apprendre à lire, car, ajoutait-il, il y a tout dans le Louvre. On peut tout aimer et tout comprendre par lui. Car là est bien l'essentiel, définitivement sans hésitation, par ce Louvre que nous allons élever ensemble sur ces terres lointaines, dans le commerce d'estime égale, d'intelligence, de compréhension, d'entente mutuelle, tout ce qui naît de l'artiste revient à nous par la considération de ses œuvres. Référence à la réputation et au savoir-faire du musée, le Louvre Abu Dhabi participera au rayonnement international de la France et de notre politique culturelle. Je voudrais reprendre cette formule du président de la Commission des Affaires étrangères, M. Poniatowski. M. Poniatowski, je vous cite, une force de frappe culturelle. J'aime beaucoup cette expression. Et n'y voyez aucun clin d'œil. S'il fallait encore un argument, mes chers collègues, pour vous convaincre de voter ce projet de loi que nous examinons, j'évoquerai celui-là. Notre politique culturelle n'est pas neutre, elle est le reflet de notre âme et elle est aussi de manière concomitante l'un de nos meilleurs atouts de singularité et d'identité à l'épreuve d'une concurrence mondiale ouverte et accélérée. En nous appuyant sur la force de l'amitié sincère et profonde qui nous unit aux Émirats arabes unis, je vous invite à voter ce projet de loi. Vous allez donner ainsi votre approbation à l'acte de naissance de ce grand musée universel qui, sur les rives du Golfe Persique, portera témoignage de notre engagement commun à rapprocher les hommes, car pour faire nôtre la formule de Jules Michelet, chaque homme est une humanité, chaque homme est une histoire universelle. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Patrick Bloch pour 10 minutes, au nom du groupe socialiste et radical. Bonjour, Monsieur le Président. Désolé de cette montée encore difficile. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, mes chers collègues, à avoir entendu autant d'avocats de la défense avant que je n'intervienne m'amènerait presque à regretter la modération de mon propos. Et je le déclare d'emblée, Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour les élus du groupe socialiste et radical de gauche et citoyen, le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui ne saurait donner lieu à un énième épisode de la bataille des anciens et des modernes. Non, il n'y a pas d'un côté les anciens, conservateurs, égoïstes, protectionnistes, repliés sur leurs trésors, et de l'autre, les modernes, forcément généreux, ouverts sur les autres, prêts à faire profiter le monde entier de nos œuvres éclairantes. La question du Louvre d'Abu Dhabi est certainement plus complexe et mérite un débat lucide et approfondi, qui sache faire l'économie des caricatures et des simplismes. D'autant qu'il s'inscrit dans un contexte préoccupant où l'indispensable refondation de notre politique culturelle n'aura jamais été aussi absente et jamais la grande messe de la conférence budgétaire d'une ministre de la Culture, il y a moins de 2 semaines, n'aura autant ressemblé à une oraison funèbre. Alors, de grâce, ne rejoignons pas ici une vieille querelle. Oui, bien évidemment, nous sommes favorables à la circulation des œuvres. La coopération entre les grands musées internationaux est d'ailleurs une tradition relativement ancienne. Nos musées sont depuis de nombreuses années largement engagés dans des collaborations internationales, qu'il s'agisse des grands et moyens musées nationaux comme des musées en région. Des expositions de premier plan mobilisant œuvres, talents et compétences scientifiques d'institutions françaises et étrangères sont présentées à Paris, Rouen, Villeneuve-d'Ascq, Strasbourg ou Lyon, mais aussi à Tokyo, Chicago, San Salvador, Rome ou Londres.
Les échanges internationaux sont donc d'ores et déjà une réalité qui anime au quotidien un grand nombre de musées français et qui fait même leur fierté. Car ils sont le signe évident de leur vitalité et de la volonté de leurs responsables de maintenir une présence forte de la France dans le théâtre de la mondialisation culturelle. C'est d'ailleurs un honneur pour nos musées de disposer de professionnels et d'un patrimoine artistique que le monde entier nous envie. Cette politique ambitieuse de coopération internationale doit également être interprétée comme une pierre apportée à l'édifice du dialogue si nécessaire entre les cultures et représente à ce titre une opportunité unique de rencontre et d'échange entre les civilisations. Le Louvre est d'ailleurs déjà engagé dans plusieurs grands projets hors les murs, sans que ces échanges n'aient jamais suscité aucune polémique. Le Louvre lance tout d'abord avec la réalisation d'un musée de 22 000 m² financé par les collectivités locales et l'Union européenne au cœur d'une région qui connaît de lourdes difficultés économiques. Un partenariat étroit, par ailleurs, avec le High Museum of Art d'Atlanta. Ensuite, autour d'expositions sur plusieurs années. Enfin, le Louvre fait également preuve d'innovation à Tokyo autour d'un projet inédit d'expérimentation des techniques muséographiques les plus en pointe, le Museum Lab. Ces excellents projets s'inscrivent dans une volonté de développement maîtrisé de l'institution, pilotée par elle-même, ce qui constitue le gage de leur réussite. Ils s'inscrivent dans une dynamique plus large, celle du rayonnement international des musées français. Et en cela, le projet du musée universel d'Abu Dhabi, ou plus exactement du Louvre d'Abu Dhabi, est particulièrement ambitieux pour les Émirats arabes unis qui souhaitent se positionner comme le centre culturel du monde arabe et préparer ainsi leur entrée dans l'ère post-pétrolière. Cependant, ce projet soulève de nombreuses questions qui restent encore sans réponse et sur lesquelles nous attendons aujourd'hui des clarifications de la part du gouvernement. Première inquiétude, les dérives marchandes de ce projet. Il est prévu que la France, par le biais de l'agence France Muséum, personne morale spécialement mise en place pour l'occasion, apporte son expérience et son savoir-faire dans les domaines touchant à l'activité muséale. Cette agence sera notamment chargée de fournir à la partie émirienne des prestations d'assistance et de conseil en matière de stratégie d'acquisition, des collections permanentes du musée, de programmation des expositions temporaires ou encore de recrutement et de formation du personnel. Dans le cadre de cette aide globale, le musée portera le nom de Louvre d'Abu Dhabi pour une durée de 30 ans et 6 mois. Rendez-vous bien compte, mes chers collègues, 30 ans et 6 mois. Surtout en attendant que le musée universel ne dispose de ses propres collections, la France s'engage à l'aider à ouvrir progressivement ses galeries au public en prêtant sur 10 ans d'abord 300 œuvres, puis 250 au bout de 3 ans d'activité, puis 200 à partir de la 7e année. Cette opération prévoit d'être pour le moins lucrative puisque notre pays doit récupérer en contrepartie pas moins d'1 milliard d'euros sur 30 ans. Je le dis clairement, mes chers collègues, sans polémique aucune. Peut-on raisonnablement recevoir une telle somme sans que notre Assemblée soit éclairée sur des points pourtant essentiels? D'ailleurs, bel aveu sur le rôle du Parlement et sa place, je vous propose de faire cette suggestion au comité Balladur. D'ailleurs, les interrogations de notre groupe sont aussi celles des conservateurs du patrimoine, des acteurs de nos musées nationaux et régionaux, et plus largement d'une grande partie de ceux qui font vivre la culture au quotidien dans notre pays. J'en veux pour preuve la pétition signée par 3000 conservateurs, archéologues, historiens de l'art, personnels du musée ou amis de l'art, qui ont revendiqué, je cite, le maintien de l'intégrité des collections du musée français et qui se sont inquiétés de ce projet. Mais au-delà du seul milieu des conservateurs du patrimoine, ce projet suscite au mieux de la réserve. Deuxième inquiétude en effet, les moyens de mise en œuvre de ce projet et ses conséquences. Malgré les éclaircissements apportés ici ou là, toutes nos inquiétudes n'ont pas été levées. Une de nos interrogations porte ainsi sur la manière dont notre plus grand musée pourra faire face à cette nouvelle décentralisation, non seulement en termes d'œuvres, mais aussi de personnel qualifié. Il semble en effet que les réserves du Louvre, contrairement à ce que certains veulent faire croire, ne disposent plus guère,
excusez-moi, d'œuvres représentatives, c'est-à-dire clairement de ce que l'on appelle communément des chefs-d'œuvre. Dès lors, nos partenaires se contenteront-ils d'œuvres considérées comme mineures mais disponibles dans les réserves, ou à l'inverse, serons-nous privés pour des périodes relativement longues? Serons-nous privés? Je ne parle pas que des Français, je parle également des autres, de tout le monde. Serons-nous privés donc pour des périodes relativement longues de quelques-unes des œuvres majeures de notre patrimoine? Par ailleurs, en ce qui concerne les personnels, si aucun conservateur, restaurateur ou régisseur n'est disponible à Abu Dhabi, comment alors accueillir convenablement le public, conserver et diffuser les œuvres prêtées par la France? S'ajoute la question de la sécurité matérielle des œuvres, notamment lors des transports et plus largement celle de l'impact écologique du projet. Je souhaitais vous attirer sur ce point qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, et alors qu'on nous annonce, à grand renfort de médias, un Grenelle du gouvernement. À ce titre, en effet, chers collègues, que penser de la destruction d'une grande partie de la réserve naturelle de 27 km² sur laquelle doit être implanté ce projet? Enfin, le contexte social et politique d'Abu Dhabi soulève la question du choix des œuvres qui composeront le parcours du musée. En témoigne la réponse d'ailleurs de M. Balkadi, de notre rapporteur en commission des affaires étrangères, qui confirme que l'accord des organes de direction du musée universel est prévu et donc requis avant de pouvoir y présenter des œuvres. Rien, je dis bien rien, ne garantit donc que toutes les œuvres puissent y être exposées. Par exemple. Troisième inquiétude, les finalités mêmes de ce projet et notamment ses retombées pour la France et sa signification compte tenu du fait qu'il associe des contreparties industrielles et financières à un partenariat culturel. Je précise qu'à nos yeux, ce projet de musée universel est un projet nouveau. Il ne constitue pas, comme dans le cas de Lens ou d'Atlanta, le simple déploiement d'une antenne du Louvre en région ou à l'étranger. Comme l'a rappelé notre collègue Catherine Tasca lors de l'examen de ce projet de loi au Sénat, il opère de fait un tournant préoccupant de notre politique d'échanges culturels internationaux en ne s'inscrivant qu'en apparence, dans le processus séduisant du déploiement hors les murs des grandes institutions culturelles françaises. Ce projet n'émane en effet pas de l'institution elle-même, mais d'une impulsion présidentielle. Car c'est bien l'Élysée qui a demandé au Louvre de concevoir, de construire et d'organiser la muséographie d'un musée généraliste de 30 à 40 000 m² à Abu Dhabi. On se trouve donc ici dans le cadre d'une négociation d'État à État qui, au-delà du rayonnement culturel de la France, pose la question de l'autonomie des institutions culturelles dans la définition de leurs projets d'établissement en lien avec leurs objectifs de service public. De plus, contrairement à d'autres projets culturels comme celui du centre Georges Pompidou en Chine, à Shanghai, on est ici clairement confronté au fait du prince. Un prince qui déciderait non pas en fonction de considérations culturelles, mais en fonction d'intérêts financiers ou industriels. L'importance de la somme ici en jeu laisse la place à de nombreuses questions, et notamment celle des contreparties accordées, et ce d'autant plus que le contexte budgétaire de nos musées en région est préoccupant: pauvreté des moyens financiers, sous-effectifs, marginalisation des compétences, déqualification des recrutements, etc. De fait, les questions soulevées par notre groupe portent sur le sens et la finalité du projet de Louvre à Abu Dhabi. En quoi contribue-t-il au rayonnement culturel de la France? Au-delà de la simple aubaine financière, quel en est l'intérêt et quels en sont les risques? Ces fondements sont-ils économiques et culturels ou sont-ils la contrepartie de projets industriels? Je l'ai rappelé au début de mon intervention, l'internationalisation des institutions culturelles françaises est souhaitable. Elle concourt au rayonnement culturel de la France dans le monde. Cependant, elle doit intervenir dans un cadre défini qui assure un partenariat équilibré, exigeant tant sur le plan scientifique qu'environnemental. Or, à l'évidence, ce projet pèche précisément par manque d'équilibre et ne peut par conséquent recevoir notre approbation. Pire, l'opacité dans laquelle cette opération a été élaborée, depuis sa genèse jusqu'à sa venue, jusqu'à son examen au Parlement, a inévitablement créé le soupçon en suscitant la crainte d'une marchandisation de nos collections nationales. Ce manque de transparence a nourri une polémique qui ne pouvait que porter préjudice au projet, fût-il un bon projet. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, chers collègues,
l'insuffisance des garanties apportées sur l'ensemble de ces questions et le manque de transparence qui a présidé à l'élaboration du projet nous conduisent et nous conduiront à nous abstenir sur ce texte. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur François Rocheboine, au nom du groupe Nouveau Centre, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'accord passé entre la France et les Émirats arabes unis relatif à la création d'un musée universel à Abu Dhabi, dit Louvre Abu Dhabi, donne à la notion d'échange culturel, traditionnelle dans la politique de coopération culturelle internationale de la France, une figure inédite. Il s'appuie en effet sur une interprétation entièrement nouvelle de l'idée de diffusion chère aux initiateurs de la politique culturelle depuis André Malraux. Il remet en question par ailleurs les traditions qui gouvernaient jusqu'à présent la conservation des œuvres d'art dans les musées français. Aussi, cet accord a soulevé dans les milieux de l'art des réactions contrastées, certains craignant que les remises en cause des principes établis que la création du nouveau musée conduit à opérer n'ait des inconvénients supérieurs aux avantages escomptés. La très grande discrétion qui entourait les négociations préalables à la signature de l'accord a sans doute son origine, pour une part, dans l'ampleur des bouleversements qu'il paraît impliquer. Il est permis de regretter que l'information du Parlement sur un accord aussi peu banal et aussi lourd de répercussions sur notre politique culturelle nationale et internationale ait été en quelque sorte déterminée par la seule nécessité d'obtenir son autorisation pour que la ratification de l'accord intervienne et qu'il puisse alors être exécuté. Par l'adoption de ce projet de loi de ratification, le Parlement est en quelque sorte appelé à prendre une part de responsabilité politique dans une aventure conçue en dehors de lui et qui se poursuivra en dehors de lui. Je souhaite donc que dans les mois à venir, le Parlement soit pleinement informé du déroulement ultérieur de l'opération et qu'il soit ainsi mis en mesure d'évaluer les conséquences des innovations contenues dans l'accord, dont je ne citerai que l'une des plus controversées, la possibilité d'aliéner ou de louer à titre durable des éléments du patrimoine artistique national. Le gouvernement a fait sienne, et je m'en réjouis, la grande cause du rayonnement culturel de la France dans le monde. Parmi les moyens nouveaux qu'il propose pour atteindre cet objectif, le projet Abu Dhabi figure en bonne place. Mais s'il est novateur, ce projet est aussi risqué, et notre responsabilité de parlementaire est de prendre sans exagération, mais avec précision, la mesure de cette innovation et de ses risques. Le développement d'une politique culturelle ambitieuse et l'encouragement au rayonnement de la culture française au-delà de nos frontières font, je crois, l'unanimité dans notre Assemblée. Comme rapporteur sur le budget alloué à l'action extérieure de l'État et au rayonnement culturel et scientifique pour 2007, j'ai eu l'occasion de constater une diminution certaine de l'influence culturelle et scientifique de la France dans le monde au cours des dernières décennies. C'est pourquoi j'éprouve un préjugé favorable envers les initiatives qui vont dans le sens d'un renversement de cette tendance et du développement de notre présence culturelle internationale. Comme dans de nombreux autres domaines, il y a pour la culture française un bon et un mauvais usage de la mondialisation, entendue ici comme la circulation élargie des idées autant que des produits. La culture française, c'est à travers le monde l'image de marque de notre pays. Le projet Louvre Abu Dhabi est porté par cette ambition. Il donne une occasion de premier plan de faire valoir sur la scène internationale le savoir-faire unique de la France dans le domaine des musées et de l'ingénierie culturelle et patrimoniale. Il contribue à l'effort de notre diplomatie pour le développement de notre influence dans cette région du monde et plus largement au Moyen-Orient et en Asie. Il introduit les valeurs propres de la politique culturelle française dans les circuits d'échange culturel amplifiés par la mondialisation. La qualité de l'architecture française contemporaine, l'expérience de la gestion scientifique des collections,
La longue pratique de l'expérience artistique française, autant de qualités françaises que ce projet établi pour une durée de 30 ans, permettra de valoriser concrètement. Il sera en quelque sorte une porte d'entrée pour la découverte de notre patrimoine, de notre histoire, de notre création artistique dans sa diversité et sa richesse. L'expérience acquise dans les techniques de conservation et de mise en valeur des œuvres d'art retentit d'ailleurs dans les garanties indispensables prévues par le projet. Garantie quantitative, le nombre d'œuvres d'art qui feront l'objet de prêts au musée d'Abu Dhabi est limité à 300 par an les premières années. Il équivaut à 1% du total des œuvres d'art prêtées chaque année par les collections françaises. D'autre part, les œuvres d'une importance particulière pour l'histoire culturelle de la France, la Joconde, la Vénus de Milo, ne pourront être prêtées. Il en sera de même des œuvres dont la fragilité interdit le déplacement. Une commission scientifique contrôlera les modalités des prêts envisagés, qui suivront les règles habituellement définies par les musées nationaux en pareil cas. Des dispositions particulières ont été prévues pour permettre le rapatriement sans délai des œuvres prêtées au cas où il existerait une menace pour la préservation de leur intégrité et pour en garantir l'insaisissabilité. L'appellation donnée au nouveau musée Louvre Abu Dhabi est un hommage rendu au prestige international du premier des musées français. Corrélativement, l'usage de cette appellation, prévu pour une période de 30 ans et 6 mois, doit être protégé contre des utilisations préjudiciables et dévalorisantes. Ce point fait l'objet d'une convention d'application spécifique pour protéger la qualité d'utilisation du nom et de la marque Louvre. Ce projet est aussi une véritable opportunité financière. Environ 1 milliard d'euros sur 30 ans sera versé directement par les autorités émiraties au musée français participant au projet. Il apportera à ces musées un supplément de ressources bienvenu, alors que leur attrait pour nos concitoyens ne se dément pas. Le projet d'Abu Dhabi représente un saut quantitatif considérable. S'il engage le nom du Louvre pour 30 ans et donne lieu à des contreparties financières d'un montant sans précédent, il n'en est pas moins soumis aux contraintes de toute opération comportant un prêt à plus ou moins long terme d'œuvres d'art. Nous en avons l'expérience car beaucoup de musées français participent à des projets internationaux en organisant des expositions ou en prêtant des œuvres dans le monde entier. Leurs responsables le savent bien, les œuvres d'art sont par essence fragiles et chaque déplacement reste dangereux pour elles. Aussi, Madame la Ministre, comment cette donnée a-t-elle été prise en compte dans la conception du nouveau musée? Les réserves de nos musées n'ont malheureusement pas suffisamment d'œuvres cachées qu'il serait facile de prêter. Il faut rappeler que plus de 6 000 tableaux du département des peintures du Louvre ont été déposés dans les musées de région et qu'il en reste 6 000 au Louvre, exposés pour la plupart. Restent en réserve des œuvres secondaires ou en mauvais état. On a parlé de centaines de milliers d'œuvres, mais il s'agit de dessins et de gravures et de séries archéologiques d'études. Or, le versement par nos partenaires d'une contribution financière importante justifiera de leur part l'exigence du dépôt temporaire et le prêt aux expositions d'œuvres de premier ordre qui seront dès lors absentes des salles de nos musées. Aussi, Madame la Ministre, quelles dispositions comptez-vous prendre pour répondre aux attentes des partenaires du musée Louvre Abu Dhabi sans amoindrir l'intérêt des collections du musée du Louvre pour des visiteurs attirés par la qualité des œuvres qui y sont exposées et qui, pour de multiples raisons, ne pourront ou ne voudront pas faire le déplacement à Abu Dhabi pour y admirer les chefs-d'œuvre nouvellement prêtés. Des interrogations subsistent également sur l'utilisation qui sera faite des crédits étrangers en échange du prêt de collection. Il convient de donner toutes les garanties nécessaires afin que ces sommes ne constituent pas un substitut aux dotations budgétaires des institutions culturelles, notamment dans les collectivités territoriales, mais bien un complément de ressources spécialement affectées aux opérations d'investissement, notamment d'acquisition et de restauration. Quelle garantie le gouvernement peut-il donner à ce sujet, Madame la Ministre? Sur le marché de l'art, comme entre les grands musées à travers le monde, la concurrence internationale est forte. Notre pays dispose de formidables atouts dans ce domaine, avec un patrimoine d'une richesse exceptionnelle et une expertise reconnue.
Il semble pertinent de permettre à nos grands musées nationaux, en particulier au musée du Louvre, qui avec plus de 8 millions de visiteurs est le plus grand musée du monde, de développer des coopérations internationales et de valoriser ses richesses tout en contribuant à la diffusion du modèle de musée universel. Bien entendu, cela ne doit pas se faire dans n'importe quelles conditions. Le cas de la Fondation Guggenheim illustre les dérives qu'une approche strictement commerciale peut engendrer. Cette opération culturelle d'une ampleur inédite devrait aussi favoriser le dialogue des cultures et des civilisations entre l'Orient et l'Occident, dans une région du monde où les échanges culturels et artistiques peuvent constituer un important vecteur du dialogue politique. Toutefois, ce projet représentant certains risques, il serait bon, comme l'a préconisé le rapporteur du Sénat, que l'agence France Muséum, prestataire de services en matière d'exposition temporaire, rende chaque année compte au Parlement de sa gestion. Enfin, si dans le principe, le groupe Nouveau Centre est favorable à ce projet, il insiste sur la nécessité de veiller à ce qu'il ne mette pas à mal notre exception culturelle française, si jalousement défendue et pour laquelle nous luttons depuis des années, jusque dans les enceintes de l'OMC. La volonté des pouvoirs publics de ne pas traiter la culture comme une marchandise comme les autres doit rester un objectif primordial. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Christian Kert pour 5 minutes. Madame la ministre, Monsieur le Président, chers collègues, en début d'année, la polémique battait son plein entre votre prédécesseur et des professionnels du monde des musées qui s'inquiétaient de ce que l'expérience d'Abu Dhabi puisse aboutir à la création d'une nouvelle race de musées, les musées que l'on vendrait. Quelques mois plus tard, il semble que les inquiétudes se soient apaisées, même si certaines questions demeurent et les interrogations de nos collègues Bloch et Rocheboine en témoignent. Si elles se sont apaisées, ces inquiétudes, Madame la Ministre, on le doit au fait que votre prédécesseur, d'abord, et vous-même ayez exercé une sorte de pédagogie qui a pu faire évoluer les mentalités face à la réalité de ce projet. On a dit suffisamment les modalités de cette démarche pour que je n'ai pas à y revenir. En revanche, je crois qu'il n'est pas inutile de redire ici qu'il s'agit bien de créer un musée universel destiné à œuvrer au dialogue entre l'Orient et l'Occident. Un musée qui présentera des objets majeurs dans les domaines de l'archéologie, des beaux-arts et des arts décoratifs. Une œuvre en quelque sorte mutualisée, puisque ceux des musées français qui acceptent d'y participer pourront le faire, même si ce futur musée portera le seul nom prestigieux du Louvre. À ceux qui, légitimement, craignaient que la France aille culturellement se jeter dans un guêpier, nous devons rappeler que récemment, la Sorbonne a créé une antenne à Abu Dhabi dans un esprit de laïcité, de mixité, de liberté qui fait honneur au pays d'accueil et nous renforce, nous Français, dans cette idée que culture et éducation peuvent faire beaucoup dans la compréhension entre les civilisations. N'est-ce pas là, pour nous Français, également important? Ne sommes-nous d'ailleurs pas là dans la mission universelle de la France? Oui, sûrement, car nous considérons que le rayonnement culturel international de notre pays est un enjeu majeur, d'autant que la France a la chance de disposer d'un vaste patrimoine artistique et de talents humains exceptionnels. Plusieurs d'entre nous, ici, ont eu l'occasion de rendre hommage à nos conservateurs ou à nos restaurateurs d'œuvres d'art dont les talents font la fierté de la France. Pourquoi donc n'exporterions-nous pas, au moment de la mondialisation, ce savoir-faire artistique à la française? Au nom de quoi devrions-nous le garder en nos seuls murs? Oui, il nous est agréable de constater que ce savoir-faire est réclamé par le monde. Et je pose la question, qu'aurions-nous pensé si, à notre place, on en avait appelé aux talents d'autres pays à fort potentiel patrimonial? À ceux qui redoutaient que le Louvre s'exporte à l'étranger, plutôt que d'irriguer la France, rappelons que de tout temps,
Les équipes de ce musée ont voulu mettre les œuvres d'art à la disposition du plus grand nombre. C'est donc ce que le Louvre a fait en implantant une de ses antennes à Lens et ce qu'il se propose de poursuivre en diffusant dans l'ensemble des musées de nos régions les œuvres conservées dans les musées d'Île-de-France. Ne redoutons pas que le monde envie la France et en appelle à son histoire. Notre patrimoine est sollicité à l'étranger. On nous demande à Shanghai, à Atlanta, aujourd'hui à Abu Dhabi, tant mieux. Nous n'exposons dans nos musées qu'une minorité de l'ensemble de nos collections. Il y a de la marge. Les prêts, gratuits ou rémunérés, ne videront pas nos musées. Pour autant, bien sûr, Madame la Ministre, et on a bien compris la préoccupation de nos collègues, il n'est pas question que nous remettions en cause le caractère inaliénable de notre patrimoine. Il s'agit seulement de le faire rayonner dans le monde, soit par des expositions temporaires, comme c'est déjà le cas, soit par des projets d'implantation de la nature de celui-ci, véritable cas d'école, puisqu'il sera situé dans un site exceptionnel, au carrefour de l'Orient et de l'Occident, et qu'au-delà de sa seule vocation artistique, il aura l'ambition de barrer le chemin, de barrer la route à certaines dérives ou certaines tentations. Et pour moi qui ai présenté récemment le rapport sur la conservation et la restauration des œuvres d'art et du patrimoine, comment pourrais-je rester insensible au fait que les produits de ce concept iront non pas se fondre dans le budget de l'État, mais seront consacrés à une politique de conservation préventive des collections, à la restauration des œuvres ou encore à des acquisitions supplémentaires. Toutes opérations pour lesquelles nous cherchons en permanence des fonds publics ou privés et qui nous conduisent jusqu'à présent à en appeler à des partenariats, à du mécénat qui vient souvent de l'étranger. Juste retour des choses, c'est la France aujourd'hui qui devient un partenaire privilégié à l'étranger. L'image nous plaît. En conclusion, avec votre autorisation, Monsieur le Président, nos collègues sénateurs en ont appelé dans le débat à une participation du Parlement au suivi de l'opération. Il nous semble que nos deux commissions des affaires culturelles, celle tout à fait particulière du Sénat et celle pour quelque temps encore peut-être plus large de l'Assemblée nationale, sont particulièrement bien placées sous une forme qui reste à définir pour vous accompagner sur cette voie nouvelle de valorisation du capital patrimonial de la France. Merci, Monsieur Kert. La parole est à Monsieur Marcel Rogemont pour 5 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre et chers collègues, je voudrais, en soulignant certains aspects et certaines questions soulevées par ce projet de délibération, vous faire part de réticences, espérant qu'à la suite du débat, vous pourrez, Madame, les dissiper. Elles sont de deux sortes. Tout d'abord, notre commission des affaires culturelles, familiales et sociales, cher Christian Guert, a diligenté en 1999 et 2000 une mission musée. Et cette mission d'information mettait notamment en valeur la plus grande autonomie qui était à rechercher pour la gestion des musées, comme elle insistait d'ailleurs sur les capacités d'un rayonnement international de nos musées. Peut-on regarder le projet à l'aune de ces deux préconisations? Dans le même temps, nous pourrons nous interroger sur certains objectifs que nous assignons à nos politiques culturelles. Tout d'abord, la mission diligentée par notre commission sur les musées souhaitait étendre à l'ensemble des musées nationaux une autonomie à la fois juridique et de gestion pour chaque musée. Et elle insistait par ailleurs sur le rayonnement à l'étranger de nos musées. L'autonomie, pourquoi? Pour la responsabilisation, à la fois culturelle, économique, pour une plus grande affirmation de la singularité du projet culturel de chacun de nos musées. Qu'en est-il aujourd'hui avec la proposition qui nous est faite? Sur la responsabilisation culturelle, le projet trouve sa naissance à l'occasion d'une négociation, j'allais dire entre États, qui aborde, et si vous me permettez un peu d'humour, en rafale, la construction d'une île touristique pour fortunés, hôtels, golf, musées au sein desquels il y aura le Guggenheim. Je rappelle d'ailleurs que cette mission, lorsque nous avions visité le Guggenheim de Bilbao, c'était des mobylettes et la moto de James Dean qui étaient en exposition
ce qui était quand même bien une pitre présentation. Et dans ces musées, pourquoi pas le musée du Louvre? Le tout n'étant probablement qu'un aspect mineur d'une négociation plus ample, mais pourquoi pas? Ce qui nous gêne, c'est que le projet est imposé. S'il devait l'être par son ministre de tutelle, ce serait une limite tout à fait acceptable à l'autonomie que nous souhaitons pour chaque musée, pour autant, naturellement, que ce projet en soit l'émanation au sein d'une politique clairement identifiée. L'est-elle en l'espèce? Rien n'est moins sûr. Sur le projet, sur la responsabilité économique, les propos tenus sur les nombres qui sont évoqués pourraient témoigner d'un grand intérêt à faire ce projet. Pour autant, nous pouvons aussi rappeler que le capital, quel qu'il soit, intéresse en matière et en premier chef la culture. Le premier capital qui intéresse la culture est celui représenté par l'homme. Et si argent il y a, il est au service de l'homme, de son édification, de son élévation. Et c'est en cela qu'il trouve sa justification. Il ne faudrait pas que l'outil argent dépasse et soit mis en avant de toute chose. Peut-on suggérer qu'une action culturelle ne soit que financière dans ses attendus premiers, reportant la question du sens à plus tard, l'aspect culturel devenant alors un argument uniquement subsidiaire? Sur les objectifs que nous assignons à nos actions culturelles, c'est à ce point, et avant d'aborder le rayonnement international des musées, que je souhaite revenir. Beaucoup de nos actions culturelles sont mesurées à l'aune, notamment de la démocratisation culturelle, de l'égal accès de tous aux œuvres. Est-ce que ce projet répond favorablement à ces objectifs que nous donnons à nos actions culturelles? Au point de notre information, je crois pouvoir dire que c'est problématique. Ainsi, par exemple, nous pourrions nous interroger de savoir si les petites mains qui sont au service des classes sociales cibles de ce complexe touristique seront invitées au musée. Quelle garantie pouvez-vous nous donner sur l'égal accès de ce musée à tout un chacun lorsque l'accès même de l'île obéira à des règles probablement contraignantes? Le musée serait-il uniquement adressé aux seuls touristes qui fréquenteront cet espace touristique de luxe? À défaut, les œuvres présentées en France assureraient mieux une exposition adressée à tous. J'en viens maintenant au rayonnement à l'étranger de nos musées. Je suis pour. Je suis même pour qu'un musée comme celui du Louvre agisse comme il le fait notamment dans une des villes de France, et pourquoi pas à l'étranger. Le Louvre peut être une tête de réseau dans des formes multiples, dont celle d'une collaboration intense visant à l'édification et à la vie d'un musée. Je le pense, même si j'ai conscience que les réserves du Louvre ne sont pas peuplées d'œuvres majeures, elles sont exposées, et donc une telle action ne peut qu'appauvrir la tête de réseau. Je crois à ce rayonnement, pour autant que l'action soit inscrite dans une démarche clairement voulue et assumée, et notamment par le musée lui-même, et non à venir percuter une démarche construite. On ne peut pas vouloir la responsabilisation des acteurs culturels et accepter au détour d'une négociation une telle initiative. Vous auriez, Madame la Ministre, ouvert la question de la présence des musées nationaux à l'international et sollicité auprès des principaux musées des initiatives dites Musées de France, que la question aurait été différemment discutée. D'ailleurs, est-ce si indifférent que cela, que ce projet ait été présenté par le ministre de la francophonie et non pas par vous-même? C'est un peu dommage, je pense, et je trouve que ça aurait été probablement mieux que ce soit vous. En conclusion de mon propos et en attendant votre intervention pour dissiper les réticences, je voudrais vous poser 3 questions. Sur le fonctionnement de l'agence, tout d'abord. Son coût, bien naturellement, mais surtout son action. Notamment, est-elle destinée à parrainer, à gérer d'autres projets? Et alors, quelle autonomie auraient les musées à vivre leur fonction internationale? Je rejette l'idée selon laquelle l'action internationale d'un musée doit être assumée librement par chaque musée. Bien sûr qu'elle doit être assumée par chacun, et pour justifier la création de cette agence, il serait fâcheux de mettre le plus petit de nos musées face à la création d'un musée tel que celui d'Abu Dhabi. Je crois qu'il faut on n'a pas besoin, me semble-t-il, d'une nouvelle RMN pour l'international, me semble-t-il, si on veut que les musées soient responsables. Sur le projet culturel, en l'état, il semble affirmer, probablement à beaucoup de questions, nous avons besoin, et je suis d'accord avec Christian Kert,
d'en suivre l'élaboration, son évolution dans le temps? Pouvez-vous vous engager à fournir régulièrement à la Commission des affaires culturelles son évolution? Et enfin, dernière question, sur les efforts qui pourraient être faits en matière d'égal accès aux œuvres de démocratisation, qu'entendez-vous préconiser pour que ce musée effectivement assume ses missions? Merci. Merci, mon cher collègue. La discussion générale est close et la parole est à Madame la ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, d'abord je remercie tous les orateurs parce que je crois que ce projet est maintenant très largement éclairé par tout ce qui a été dit, toutes les informations qui ont déjà été apportées. Cependant, en effet, des questions demeurent auxquelles je vais évidemment m'efforcer de répondre. Je remercie Monsieur Balkany qui a je crois qu'il a marqué avec force, au fond, le choix qu'avaient fait les Émirats. Ce n'est pas évident. D'autres Émirats ont fait effectivement d'autres choix de développement, du côté de la banque, du côté de la finance, du côté du commerce. Abu Dhabi a fait le choix de la culture. Je crois que c'est vraiment un choix assez fort. Et d'ailleurs, Christian Kert a très justement souligné le projet de la Sorbonne qui vient compléter cet ensemble de musées qui va prendre place dans cette île. C'est donc véritablement en effet le souhait de mettre l'accent sur cet aspect culture. Et je crois que cela mérite d'être souligné. Évidemment, il y aura, je réponds à cela à M. Rogemont, il y aura évidemment des golfs, il y aura sûrement des hôtels, mais il y a d'abord quand même 5 musées. Et c'est vraiment quand même une main tendue et un lien fort qui se crée entre des civilisations. Il a également souligné toutes les garanties juridiques et scientifiques. Je crois que c'est très important. Je rappelle que le comité scientifique est présidé par Henri Loiret. Il réunit évidemment des conservateurs de très haut niveau. Le directeur scientifique du projet est Madame Laurence Descartes, actuellement conservateur à Orsay. Et je crois que tous ceux qui connaissent évidemment toutes ces personnalités peuvent mesurer l'exigence scientifique qui présidera justement à l'ensemble du projet. Et enfin, il a également évoqué le nom, le fameux, évidemment le logo, enfin plutôt le Louvre, enfin ce nom du Louvre, qui justement n'est pas du tout un logo, excusez-moi, c'est justement le contraire. Et Olivier Dassault a également insisté sur le fait que ceci serait très encadré, car en effet, ce nom va être utilisé pour 30 ans. Je crois que ce n'est nullement une perte, en effet, du tout pour le Louvre. Le Louvre continue à rayonner là où il est. Ce n'est pas d'ailleurs une antenne du Louvre, mais bien un musée à part entière qui va se constituer et qui va constituer ses collections et qui va ensuite prendre son autonomie. Et je crois, comme cela a été dit, que ce nom du Louvre est d'abord un très bel hommage qui est rendu à notre plus grand musée. Je crois que c'est ainsi qu'il faut le prendre. C'est pourquoi le président Poniatowski a très justement souligné qu'évidemment tout ce projet ne se faisait pas du tout au détriment de nos musées. Au contraire, il est là pour renforcer la culture, enfin le rayonnement de notre culture, le rayonnement de notre langue, au moment où on cherche souvent des moyens justement d'affirmer puissamment notre culture. Je crois que Abu Dhabi va être exactement s'inscrit dans cette ambition. Et il a également souligné, ce qui me paraît aussi très important, qu'il va permettre à des petits musées aussi justement de s'exporter. Et c'est important parce que, en effet, j'avais évoqué le musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Ce n'est pas toujours évident de faire connaître ses œuvres, de faire connaître ses peintres. Et là, en contactant l'agence, en participant à des projets d'exposition, il y aura une possibilité justement à l'ensemble de nos musées de participer à cette belle aventure. Ça paraît, je crois, très important. Ce rayonnement sera évidemment renforcé par le choix de l'architecte. Olivier Dassault a évoqué Jean Nouvel. Vous savez qu'actuellement, on en est au stade de l'esquisse. Nous avons l'esquisse faite par Jean Nouvel. Il va y avoir ensuite le projet scientifique qui va être précisé d'ici fin décembre. Et ensuite, le projet prendra architecturalement sa forme définitive. Justement, après cela, nul doute aussi qu'au-delà même du Louvre, nous portions là également un beau projet architectural. Évidemment, le volontariat donc est un élément important. L'effort de l'État a été plusieurs fois évoqué, et c'est vrai que c'est une des premières idées qui vient de se dire est-ce que ça ne va pas permettre à l'État de se désengager? Bien entendu, non. Ce sont des fonds
extrêmement important, ce n'est pas fait du tout. Ce n'est pas fait du tout. L'État maintient son effort, tout à fait. Et je n'ai pas du tout le sentiment, et je réponds à M. Bloch, d'avoir prononcé l'oraison funèbre du ministère de la Culture lors de ma conférence budgétaire. Je crois qu'avec un budget qui est en augmentation de plus de 3%, dans des temps où nous réfléchissons sur les nouvelles pratiques de l'intervention de l'État et où nous devons mener des réformes qui n'ont été différées depuis 20 ans, je crois que c'est quand même un bel effort. En tout cas, il est bien précisé en tout cas que les fonds qui vont arriver, et qui sont quand même très considérables, et cela vraiment figure dans l'accord, viendront évidemment en plus pour restaurer, pour permettre d'acquérir, pour porter des projets, je crois, très importants, notamment pour le Louvre. On a toujours le sentiment que le Louvre est aujourd'hui complètement achevé, mais en effet, permettre au centre de recherche de se retirer du pavillon de Flore et rendre ces espaces précisément au musée, permettre de réaliser un centre de réserve dont tout le monde sait que nous avons besoin, améliorer les conditions d'accueil de la pyramide qui a été conçue finalement pour 3 000 à 4 000 visiteurs, alors que maintenant on a doublé le nombre des visiteurs. Je crois que ce sont des éléments extrêmement importants. C'est très clairement des fonds qui iront au musée pour les musées. J'en viens d'ailleurs, évidemment. Donc j'ai noté, Monsieur Bloch, que vos critiques, vous aviez des critiques, vous aviez des réserves, mais elles étaient quand même modérées. Et vous avez notamment reconnu, et je m'en suis réjoui, vous avez souligné que les échanges internationaux n'étaient évidemment pas en cause, que c'était déjà quelque chose de constamment pratiqué, bien sûr, mais également les échanges d'expositions donnant lieu à des contreparties. Car cela a été dit par Jean-Marie Bockel, et je l'avais dit au Sénat, c'est vrai que nombre de projets ont été justement facilités par justement des prêts d'exposition. On a évoqué l'orangerie, dont les prêts, enfin on a une exposition justement sur les œuvres de l'orangerie en direction du Moyen-Orient et de l'Australie, ont participé au coût des travaux, à hauteur de 7 millions d'euros. Ça a été le cas de l'exposition Mélancolie, en effet, puisque des Picasso sont partis vers le musée de Berlin, et ça a permis aussi de contribuer à cette exposition. Et puis, effectivement, moi-même à Versailles, j'avais eu des expositions qui étaient parties au Japon contre des contreparties qui nous avaient permis de mener à bien des restaurations et des acquisitions. Donc je crois qu'on est là, en fait, dans une pratique qui est déjà tout à fait dans les mœurs et qui ne peuvent pas du tout être qualifiées de dérives marchandes. Pas du tout, parce qu'on apporte, au-delà évidemment des œuvres strictes, un savoir-faire, une muséographie, une expertise. Et c'est ceci, évidemment, qui donne lieu à des contreparties. Vous avez souligné aussi que, jusque-là, au fond, les institutions étaient pilotées par elles-mêmes et que voilà, que c'était la grosse différence avec ce projet-ci. Mais je ne souscris pas à cette analyse, parce que je pense que l'agence, c'est vraiment les institutions. L'agence, qui est présidée par Marc Ladré-Lacharrière et dirigée par Bruno Macquart, réunit justement les musées qui sont justement les moteurs de tout le projet. Donc c'est vraiment les institutions qui portent ce projet. J'ai beaucoup entendu que ce projet avait été imposé de l'extérieur par une sorte d'oukase. Mais c'est parti d'une volonté, comme je le disais, d'un projet culturel d'Abu Dhabi. Certes, il y a eu une négociation d'État-État. Le fait qu'il y ait une négociation d'État-État n'est pas en soi quelque chose de blâmable, dès l'instant qu'il s'agit d'un projet qui porte notre rayonnement culturel et qui bénéficie entièrement à nos musées. Donc, et si au début, c'est un projet qui est parti assez vite, et qui est parti, cela a été également dit, dans une certaine discrétion. Ce sont effectivement les Émirats qui avaient demandé une grande discrétion, parce qu'ils menaient également d'autres négociations, également avec d'autres musées, puisque ce sont 5 musées, je le rappelle, qui vont s'installer sur cette île. Mais dès que cela a été possible, mon prédécesseur, Renaud Dendieu de Var, a été auditionné au Sénat par la Commission des affaires culturelles. Il a réuni tous les directeurs de musées pour leur exposer le projet. Il n'y avait évidemment aucune volonté d'opacité. Et je m'engage d'ores et déjà à ce que l'agence réponde à toutes les invitations du Parlement et à ce qu'on travaille dans la plus totale transparence sur tout ce qui va être fait au cours de ces prochaines années au sein du projet Abu Dhabi. Ça, c'est un engagement très clair que je prends. Sur la question qui est évoquée sur les personnels, normalement, ils vont être recrutés par les Émiratis, sachant que nous allons, nous, exporter nos experts, en réalité, nos spécialistes, et que nous allons également former des scientifiques. Cela fait également partie de l'accord.
Il y a au passage, il a été dit que cette île, qu'on allait porter atteinte peut-être à une réserve naturelle, il s'agit d'une île déserte qui est couverte de sable. Et évidemment, moi, ne considérer que tout projet dans cet environnement est en soi une catastrophe pour la nature. On ne détruit pas, je veux le préciser, une réserve naturelle, bien entendu. Un autre grand point qui a été plusieurs fois souligné était que finalement on allait être privé, que les visiteurs français qui viendraient dans les musées seraient privés au fond de nos chefs-d'œuvre. Je crois que là aussi il faut rappeler un petit peu la réalité. D'abord, c'est à peu près 30 000 prêts qui ont lieu chaque année à la fois à l'intérieur de la France et aussi vers l'extérieur, portés par nos musées. Le Louvre lui-même expose à peu près 35 000 œuvres sur 170 000 auxquels il faut ajouter évidemment tous les dessins. Et nous parlons là du près de 300 œuvres par an, puis 250, puis 200. C'est dire que c'est vraiment quelque chose de très limité. En plus, ce sont des prêts qui vont de 6 mois à 2 ans, donc c'est quand même une durée également courte, et qui est en réalité plus courte que certains prêts qui vont jusqu'à 5 ans entre musées français. Donc je crois qu'il n'y aura pas un sentiment de perte et de privation, et si même d'aventure on ne peut pas voir précisément le tableau que l'on voulait voir, on pourra le retrouver assez vite, et l'on permettra à beaucoup d'autres personnes évidemment de le découvrir, car c'est à peu près 150 millions de visiteurs potentiels de cette région qui sont concernés, et des touristes également, bien sûr. Mais pourquoi pas, nous sommes bien contents aussi de recevoir des touristes dans nos musées. En tout cas, moi, à Versailles, j'étais tout à fait ravie d'en accueillir. Sur les dimensions, là, je précise aussi à M. Bloch que ce n'est pas 40 000 m², mais 6 000, sachant que le Louvre de Lens, c'est 22 000 m², ce qui permet d'avoir aussi une bonne appréciation de ce projet. Monsieur Rochebloine, oui, a souligné aussi d'ailleurs cet excès de discrétion. Mais un petit point simplement sur les prêts. Enfin, moi, à Versailles, j'ai vraiment vécu évidemment des conservateurs. Il faut bien savoir et comprendre qu'on ne prête pas contre des conservateurs. Enfin, là, je le dis aussi devant Madame la directrice des musées, c'est bien évident. D'abord, il y a des clauses qui disent clairement que s'agissant des œuvres les plus emblématiques, elles ne seront pas prêtées, que s'agissant des œuvres fragiles, bien sûr, elles ne seront pas prêtées, et que cela fera évidemment l'objet d'accords, et qu'il n'est pas de question de tout à coup imposer le prêt d'œuvre. Ça ne saurait vraiment pas du tout être envisageable. Et évidemment, ces œuvres seront prêtées dans la plus totale sécurité, parce que à la fois la climatisation, toutes les conditions seront évidemment réunies. Cela fait bien sûr partie de l'accord et sera l'objet d'une très très grande attention. Voilà. Un petit mot encore à Monsieur de Rogemont, qui soulignait justement son attachement à la notion d'autonomie des musées. Mais comme je le disais, je ne crois pas que ce projet soit du tout contraire à cette notion d'autonomie. Je pense au contraire qu'aujourd'hui, tous les musées participants au conseil d'administration, qui sont nos plus grands musées, sont vraiment partie prenante, sont vraiment très intéressés. Et je crois qu'aujourd'hui, ce porté très large, a suscité, c'est vrai au départ, des interrogations, mais aujourd'hui, il est très largement porté. Et sur le Guggenheim, j'étais cet été au Guggenheim de Bilbao et je dois dire que j'ai admiré l'exposition Kiefer outre plus l'exposition Serra, il y avait une exposition Kiefer absolument magnifique. Donc je n'ai pas le sentiment quand même que vous ne devez pas avoir eu de chance. Je ne crois pas que Guggenheim rime avec médiocrité. Je ne le pense pas en tout cas. Non, pas du tout. Je ne crois pas. Enfin, il a été dit que qu'évidemment c'était M. Bocal qui avait présenté, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une convention internationale. Donc c'est assez logique que ce soit porté par le ministère des Affaires étrangères. Enfin, sur l'accès de tous, il n'y a aucune restriction aujourd'hui et rien ne prévoit que seuls les riches pourront évidemment entrer dans ce musée. Nous souhaitons que le plus grand nombre soit convié à entrer dans ce musée, bien entendu. Mais même pour entrer dans l'île, je suppose qu'il y aura des moyens de se rendre dans cette île et que ça ne sera pas complètement dissuasif. Sur la vocation de l'agence, et sur ce dernier point,
L'agence a été, vous savez, reformatée pour garder une dimension justement légère. On ne voulait pas que ce soit, je dirais, une usine à gaz. On voulait qu'elle soit justement concentrée sur ses missions et justement, dans un premier temps, sur le projet du Louvre. Et l'idée qu'elle se concentre vraiment sur ce projet, je crois que ça en vaut largement la peine. Après, quand le projet sera très avancé, il n'est pas impossible, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, que d'autres projets internationaux, qu'elle s'occupe aussi d'autres projets internationaux, sachant que les musées et les établissements publics ont vocation à porter eux-mêmes des projets bipartites. Et ce ne serait que s'il y avait par exemple plusieurs pays qui seraient partie prenante, qu'à ce moment-là, l'agence pourra apporter une expertise intéressante. En tout cas, dans un premier temps, l'agence sera centrée sur le projet d'Abu Dhabi. Voilà, je crois que il me semble avoir à peu près répondu à toutes les questions. Moi, je terminerai en disant que je crois que c'est vraiment un très beau projet. C'est un projet très intéressant qui est vraiment un projet de dialogue des cultures, je le crois, car ce sera une occasion de découverte mutuelle. Et je crois que c'est un projet de rayonnement culturel, de rayonnement français. Je crois qu'on ne peut que s'en réjouir et qui évidemment apporte des ressources très considérables, mais qui ne donneront pas lieu, je le redis, à un désengagement de l'État, bien entendu. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. J'appelle maintenant les articles du projet de loi dans le texte du Sénat. Je mets aux voix l'article 1. Ceux qui sont d'avis d'adopter le manifestent en levant la main. Ceux qui sont contre. Il est adopté. Article 2. Ceux qui sont d'avis d'adopter le manifestent en levant la main. Ceux qui sont contre. Il est adopté. Article 3. Ceux qui sont d'avis d'adopter le manifestent en levant la main. Contre. Les articles sont adoptés. Nous en venons maintenant aux explications de vote sur l'ensemble. Et la parole est à Monsieur Patrick Roy, pour le groupe socialiste, radical et citoyen. Oui, donc, nous sommes ici, là, dans cet hémicycle, depuis quelque temps, pour donc parler de cet accord, de ce musée universel, de ce Louvre d'Abu Dhabi. L'accord là se présente comme étant une nouvelle étape dans le rayonnement, l'action des musées français à travers une lecture évidemment mondiale. Très honnêtement, et ça a été dit avec talent par Patrick Bloch, garantir, élargir l'influence française, c'est évidemment quelque chose qui nous tient à cœur, je le crois d'ailleurs de tous bords confondus, de toutes tendances confondues. Patrick Bloch encore plus, puisque vous savez qu'il a tenu très personnellement à étendre l'influence française, notamment en Nouvelle-Zélande, et il l'a prouvé de belle manière. Bon. Alors, oui, donc ce trait d'humour mis à part, bien évidemment, je crois que là nous avons un texte qui touche à quelque chose d'essentiel et donc je viens de le dire, qui n'est pas partisan. La France a manifestement, on le sait depuis longtemps, des choses à dire, des choses à montrer, à exporter dans le domaine culturel. Puis, il a été dit aussi que, oui, que ce redéploiement culturel n'est pas une nouveauté, que l'accord que nous avons ici, que nous venons aussi de discuter, est un accord qui n'est pas nouveau dans son fondement, puisque, effectivement, ça a été dit par le rapporteur, environ 30 000 œuvres sont exportées chaque année, qu'il y a des partenariats avec des tas de pays. On avait cité le Cambodge, le Brésil, la Chine, l'Afghanistan, et Patrick Bloch avait rajouté Tokyo, Chicago, San Salvador, Atlanta, et même des collaborations intra-frontières avec notamment ce beau projet de Lens. Je suis élu du Nord-Pas-de-Calais, évidemment. J'y suis extrêmement sensible. Donc, voilà un accord qui, évidemment, va ne faire que renforcer cette belle coopération. Autre point pour lequel nous sommes plutôt satisfaits, c'est que, on le sait, les Émirats arabes unis sont en plein développement, même si Abu Dhabi n'est pas Dubaï, le destin des deux villes sont un peu similaires. On sait que Dubaï était, il y a un quart de siècle, un gros village et qu'aujourd'hui, c'est une des métropoles les plus novatrices du monde, qu'il y a un fort développement. La France, bien évidemment, doit accompagner cette mutation
qui est aussi dans le cadre d'un vrai dialogue culturel. Les Émirats arabes unis sont tout à fait au centre d'un parcours entre l'Occident et l'Orient, et pour ceux qui y sont allés, on sait qu'il y a ce vrai souci d'échange culturel entre les parties du monde. Puis dernier point, et là j'en parlais il y a quelque temps avec Marc Dolé, ici présent. Ce projet est aussi un projet de défense de la francophonie, et comme le disait Marc Dolé, chacun sait que nous avons affaire à un homme de conviction et qui est fidèle à son engagement, notamment en matière de francophonie. Bien, voilà encore un projet qui va dans le bon sens. Mais Patrick Bloch a dit qu'il y avait aussi des mais. Non, il y avait des mais. Dans les mais, la première réserve, c'est que quand même l'accord s'est fait avec une certaine opacité. Alors même si j'ai entendu les propos du ministre nous disant que non, tout avait été très clair. Dès lors qu'il y a opacité, il y a toujours crainte, toujours soupçon qu'une chose puisse être éventuellement dissimulée. Donc premier argument qui nous contrarie, ce côté de l'opacité. Deuxième argument majeur, c'est que quand même, quand on regarde de près, on annonçait parfois que le Louvre avait des réserves à n'en plus finir et que tout ça allait exploser. En fait, quand on regarde de près, on se rend compte que les réserves ne sont pas aussi immenses qu'on ait pu le dire à une époque, et que la question peut se poser de savoir comment on va organiser tous ces transferts, et est-ce que le musée, le Louvre d'Abu Dhabi, va donc se satisfaire d'œuvres mineures, la crainte étant de voir évidemment partir des œuvres majeures. Donc deuxième réserve. Autre réserve, ça a été aussi dit, mais nous voulons le rappeler, un problème de garantie scientifique et de problèmes de transport, de conservation des œuvres. Il s'agit là de choses qui sont par définition uniques, et pour lesquelles on doit apporter toutes les précautions. Nous avons là aussi quelques craintes sur le sujet. Autre point, et ça a été évoqué par le ministre, sur l'accès du musée à tous. Bon, j'imagine très bien que les habitants riches de l'Émirat vont pouvoir aller accéder au musée. Que les touristes, et que cette région est une région avec un tourisme qui explose, vont certainement pouvoir y aller. J'espère que tous ceux qui vivent sur le territoire pourront y aller. Moi, j'ai en tête, par exemple, tous ces travailleurs, notamment asiatiques, qui sont dans des conditions financières difficiles, d'hébergement difficiles. Je ne suis pas sûr que, connaissant assez bien le pays, qu'ils puissent accéder au musée. Je pense que là, la France aurait intérêt à pouvoir y veiller. Puis dernier point, ça a été là encore dit avec talent par Patrick Bloch, eh bien les dérives marchandes du projet ne sont pas forcément non plus très rassurantes. C'est la raison pour laquelle, avec ces plus et ces moins, eh bien que le groupe socialiste radical et citoyen va dans quelques instants prôner l'abstention. Merci mon cher collègue. La parole est à monsieur Christian Kert au titre des explications de vote pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre. Je serai à la place de nos collègues socialistes. Il me semble que je retiendrai mon bras avant de voter parce qu'on a le sentiment qu'ils ont vraiment envie de voter ce texte, mais que pour des raisons éminemment politiques, ils s'interdisent de le faire, car les réserves exprimées excellemment par notre collègue Roy ne me paraissent pas de nature à entraver un vote positif. Et, Madame le Ministre, je voulais vous dire qu'on peut se réjouir de deux éléments dans ce débat. Un, qu'il se déroule dans un climat apaisé, reconnaissons-le, par rapport au début de l'année. Et deuxièmement, que vous avez apporté un certain nombre d'assurances qui me paraissaient effectivement de nature à rassurer les quelques rares inquiétudes exprimées, c'est vrai, avec talent par notre collègue Bloch, et je pensais qu'en cours de débat, la raison viendrait l'emporter. Ce sera peut-être pour une autre fois, nous en reparlerons. Madame le Ministre, je profite de ce débat sur un grand musée pour vous remercier avec Madame le Directeur des musées d'avoir très bien réagi à l'acte de vandalisme au musée d'Orsay, de vous être déplacé et d'être allé constater par vous-même quelles conclusions on pouvait tirer de ce genre d'actes et quelles décisions il fallait prendre pour éviter que de tels actes puissent se renouveler. Bien entendu, vous l'avez compris à l'excellence du propos de
Olivier Dassault, notre porte-parole, nous nous apprêtons à voter ce texte, et pas de façon neutre, avec enthousiasme. C'est un vote d'adhésion. Et c'est un vote d'adhésion parce que nous pensons que ce projet, vous le disiez, qui est un beau projet, est vraiment fidèle à la grande vocation de la France, qui est de rapprocher les cultures, et je crois qu'à cet égard, nous avons tous rendu hommage à ce projet, qui est de favoriser la compréhension entre les civilisations, et nous avons bien dit que la situation stratégique des Émirats au carrefour de l'Orient et de l'Occident rendait cette compréhension possible. Et puis, troisième volet de cette vocation, c'est de permettre à tous les publics d'accéder aux œuvres du génie humain. Et je crois que c'est vraiment là une très belle idée, vous le disiez. Adore l'idée, disait Gustave Flaubert, car elle seule est vraie, elle seule est éternelle. Comment pourrions-nous ne pas voter pour une idée qui est porteuse d'éternité? Nous voterons volontiers ce projet. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Francis Rocheboine, au titre du groupe du Nouveau Centre. François, pas François, pardonnez-moi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, dans mon intervention, j'avais manifesté quelques interrogations. Je vous remercie effectivement des précisions que vous avez bien voulu nous apporter. Et c'est bien volontiers que le groupe du Nouveau Centre votera favorablement ce projet de loi et permettra donc à notre richesse culturelle française d'être exportée à Abu Dhabi. Merci et pardonnez-moi, mon cher collègue. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. Que ceux qui sont d'avis d'adopter le manifeste en levant la main. Pas d'opposition, donc l'abstention, et le projet de loi est adopté.